Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Julien Zanata, chargé d'études économiques à France Agrimaire, et j'ai la mission aujourd'hui d'animer ce webinaire qui a lieu pour vous présenter les résultats d'une étude sur la faisabilité économique des reconversions dans les exploitations lavandicoles. Donc, c'est une étude que nous avons menée sur proposition du CIHF et que nous avons confiée la réalisation au bureau d'études CERESCO et à la Chambre d'agriculture de la Drôme. Donc, pour introduire ce webinaire, je vais laisser la parole à Alain Aubanel, président du CIHF. Bonjour à tous. Donc, juste pour revenir, pourquoi cette étude? Tout simplement parce que nous sommes dans une période extrêmement compliquée sur la production et la commercialisation d'huile essentielle, notamment liée à des surproductions et des successions d'accidents climatiques et des problèmes sanitaires qui ont fait que la production est devenue difficile dans certains secteurs, qu'il faut baisser les surfaces sur d'autres secteurs ou d'autres productions. Le CIHF avait demandé cette étude à France Agrimaire pour justement voir quel type de possibilités il y avait sur des reconversions. Quand on dit reconversion, il faut un petit peu de prudence. L'idée, c'est pas que tout le monde arrête. Il y a des gens qui vont arrêter, totalement. Il y a des gens qui vont arrêter partiellement. Et il y a des gens qui vont arrêter, mais uniquement pour des problèmes de rotation. Voilà. Et je ne vais pas vous spoiler la fin de l'étude, mais on sait tous qu'il n'y a pas de miracle. Et enfin, euh, au niveau de cette étude, euh, elle a déjà le mérite d'être là, d'exister. Elle a été bien faite. Elle va poser peut-être autant de questions que de réponses, mais on sait très bien que voilà, on va pas trouver une solution pour tout le monde, mais ça va donner des pistes et ça va quand même certainement aider quelques personnes, producteurs, à y voir un petit peu plus clair. Voilà ce que je pouvais vous dire pour démarrer. Merci beaucoup, Alain. Donc, pour le programme de ce webinaire, donc les résultats de cette étude vont vous être présentés dans quelques instants. Donc, après cette phase de présentation des résultats, donc il y aura une phase de questions-réponses. Donc, par contre, vous pouvez d'ores et déjà tout le long de la présentation poser vos questions. Donc, normalement, vous avez en bas de l'écran une icône questions et réponses sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà, lors du déroulement, poser vos questions et nous reprendrons donc toutes ces questions à la fin et nous tâcherons d'y répondre. Donc, je vais laisser donc maintenant la parole à Mathilde Bette du bureau d'études Ceresco et à Cédric Yvain de la Chambre d'agriculture pour vous présenter les résultats de cette étude. Merci Julien. Je vais commencer par vous partager peut-être mon écran. Hop, voilà. J'espère que ça a bien fonctionné. Euh, Effectivement, donc par rapport à cette introduction, on a travaillé donc depuis l'année dernière. L'étude s'est déroulée sur l'année 2024 essentiellement, sur la question de la faisabilité donc économique des reconversions dans les exploitations lavandicoles. Très rapidement, donc on a une demi-heure pour vous présenter les résultats, ça va faire court. Donc dites-vous bien qu'il y a un rapport derrière avec beaucoup plus de contenu que ce qu'on va pouvoir vous présenter là. Mais j'espère néanmoins qu'on arrivera à aller à l'essentiel et voilà, et peut-être à aussi suggérer quelques questions de votre côté. Voilà la méthodologie que nous avons suivie. Donc cette étude s'est déroulée en 4 phases. Une première phase d'état des lieux des productions déjà existantes,
L'objectif étant aussi de caractériser les exploitations lavandicoles et le contexte dans lequel du coup s'inscrit cet objectif de reconversion et de diversification. Donc on a essayé d'élaborer une typologie d'exploitation, d'analyser un petit peu au niveau cartographique comment se répartissait sur le périmètre d'étude la production lavandicole. Quand on parle de production lavandicole, d'ailleurs je fais un petit point de terminologie, on parle bien de lavande et lavandin. Donc tout au long de l'étude, on parle de la lavande et la lavandin, même si de temps en temps, on va bien différencier les deux. Les phases 2 et 3 visaient à s'intéresser aux tentatives de diversification à la fois sur le territoire d'étude, mais aussi d'autres tentatives de diversification qu'on pouvait aller voir par ailleurs. Donc, au travers d'entretiens qu'on a menés avec les acteurs hors du territoire, on s'est intéressé à des productions voilà, plutôt nouvelles ou encore peu présentes sur ce secteur. Et enfin, la phase 4 nous a permis d'approfondir quelques productions qui ont été choisies du coup en fin de phase 3 par les membres du COPIL. Donc, on s'est intéressé à 4 filières en particulier qu'on vous présentera du coup à la toute fin. Voilà pour la méthodologie. Je laisse la parole maintenant donc, à Cédric Yvain de la Chambre d'agriculture de la Drôme pour vous présenter quelques éléments de contexte. Merci Mathilde, bonjour à tous. Donc l'étude a été réalisée sur un périmètre qui est à cheval sur deux régions, région Auvergne-Rhône-Alpes et région Sud, avec 5 bassins identifiés par France Agrimaire. Donc le plateau de Valençol en rose, les contreforts de Lure, le bassin d'Apt en bleu, le plateau d'Albion en vert, le grand secteur Baronnie d'Iwa-Hautes-Alpes que vous voyez en jaune, et le secteur Vallée du Rhône, Sud-Ardèche en bleu. Voilà, c'est le bassin avec les zones historiques de production. Voilà, donc autre élément de conjoncture, c'est que depuis 2017, il y a une forte hausse des surfaces de lavande-lavandin au niveau national, avec augmentation dans ces zones historiques, plus dans des nouvelles zones de production au niveau national. Et donc à droite, vous voyez un graphique qui a été fait par le CRIEPAM, où on voit que pendant, enfin quasiment depuis 1960, on était bon an, mal an à 1000 tonnes d'huile essentielle de production de lavandin par an. Et en 2020, il y a eu une explosion de la production suite à ces fortes augmentations de surface, où on a quasiment doublé, voire même plus que doublé la production. Donc, tu peux passer. Donc, ces augmentations de surface ont été liées à des cours très élevés d'huile essentielle, qui a conduit à toutes ces opportunités de plantation. Malheureusement, donc, avec le Covid, il y a eu une fermeture des marchés aux USA, et donc baisse des achats et constitution de stocks progressifs. Et puis forte baisse des prix. Donc on est rentré dans la crise et vous voyez en bas les graphiques avec l'augmentation des stocks en lavandin principalement, mais aussi en lavande. Donc suite à ça, en 2022, il y a eu une demande de la filière de faire un plan d'arrachage national avec une estimation de 5000 hectares de surproduction. Donc ce plan n'a pas pu se faire parce qu'il a été jugé interventionniste par l'Europe, mais il a pu se traduire par une aide exceptionnelle de trésorerie. Et donc ces 5000 hectares de surproduction, et ben, ça correspondait à 27 800 hectares. Et donc voilà, dans le secteur d'études, ça représente 3900 hectares au niveau du périmètre d'études de ces 5 bassins de production. Et à garder en tête également, je te complète juste sur un point, que le secteur d'études représente 80% des surfaces nationales de lavande-lavandin. D'où aussi voilà, l'importance de la production sur ces secteurs en particulier et le fait que le périmètre se soit cantonné à ces 5 bassins de production. Ouais, tout à fait. Donc on a caractérisé la typologie des exploitations lavandicoles. Donc vous allez voir qu'il y a 5. Donc dans les bassins,
Donc, dans chaque bassin de production, par exemple, je prends Valençol, vous voyez, il y a 8000 hectares de lavande-lavandin, qui correspondent à 80% des surfaces de PAM diversifiées et 17% de la SAU. Et donc, pour chaque bassin, on a caractérisé ces surfaces de lavande-lavandin. Et donc, voilà. Ensuite, il y a eu une demande sur l'irrigation, parce que quand on parle de diversification, forcément, ça va être différent selon qu'on ait ou pas accès à l'eau. Et donc, on a pu récupérer, grâce aux chambres d'agriculture de la région PACA, toutes les données, des surfaces irriguées pour la région PACA. Donc, vous voyez en bleu sur la carte, comparativement aux surfaces de lavande-lavandin que vous voyez en violet. Pour la région Aura, on n'a pas pu récupérer les données, elles sont pas disponibles. Mais voilà, donc il y a la majorité des surfaces irriguées sont le long du Rhône ou le long de la Drôme. Et ensuite, voilà, quand on sort de ces zones-là, bah, c'est très sporadique. Je peux passer. Et oui, et donc voilà, sur ce schéma, vous voyez les surfaces irriguées en jaune. Donc qui sont le plus sur le secteur de Valençol et le secteur de la vallée du Rhône. Et à contrario, si on regarde le plateau d'Albion, il y a quasiment rien qui est irrigable. Et au global, du coup, on a 6% des surfaces de PAM qui sont irriguées sur l'ensemble des 5 bassins de production étudiés. Donc, c'est quand même une très, très large minorité des surfaces aujourd'hui irriguées en PAM. Ouais. Ensuite, on a caractérisé le potentiel agronomique de ces secteurs. Donc, voilà, donc il y a eu cette carte qui a été réalisée. Bon, c'est dans les grandes lignes, hein, parce que forcément, dans chaque bassin de production, il y a une hétérogénéité des sols. Mais globalement, on est quand même sur des sols qui sont caillouteux, peu profonds, excepté voilà, dans certains secteurs le long du Rhône ou voilà, où là on peut avoir accès à des sols plus profonds et en plus irrigués. Souvent ça va avec. Mais dans la majorité des cas, on est sur des sols caillouteux, peu profonds et pour cette étude, on s'est plutôt mis en contexte non irrigué, peu profond pour la suite des recherches de pistes de diversification. Donc, on a comparé les surfaces de lavande-lavandin par exploitation au niveau des différents bassins de production. Et donc, si vous regardez dans les histogrammes la proportion, enfin les carrés orange et bleu clair, c'est là où on voit les exploitations qui ont le plus enfin pour lesquelles la part lavande-lavandin représente la plus grande part de leur SAU total. Et donc, on voit que c'est pour Valençol et Albion où on a vraiment une grande spécialisation lavandicole des exploitations. Après, dans les secteurs Baronnie, Diois, Vallée du Rhône, même Lure, on a une plus grande diversité liée à soit l'irrigation ou soit l'élevage. Voilà, donc, les exploitations les plus spécialisées sont sur Albion et Valençol. Sur la caractérisation des exploitations, donc on a proposé cette typologie en quatre classes selon le niveau de spécialisation des fermes en lavande-lavandin. Donc il y a les fermes orientées plutôt circuit court, vente directe, qui représentent des fermes avec moins de 5 hectares. Des fermes qu'on a appelées diversifiées, où le chiffre d'affaires représenté par la lavandin est inférieur à 25% du chiffre d'affaires total. Des fermes spécialisées, avec un chiffre d'affaires lavande entre 25% et 50% du chiffre d'affaires total, et des fermes ultra spécialisées avec plus de 50% du chiffre d'affaires total. Et donc celles-là ont une certaine résilience, mais sont aussi les plus en difficulté par rapport aux prix d'achat qui sont très bas en ce moment. Juste pour les fermes ultra spécialisées, on les retrouve plutôt en secteur Valençol et Albion. Au niveau des distilleries, donc on a repris une étude réalisée par le CRIEPAM et qu'on a actualisée. Donc vous voyez sur les étoiles oranges vous présente les distilleries sur le périmètre de l'étude. Donc 94 distilleries recensées avec une concentration importante sur voilà, Valençol et Albion.
Et voilà, on a caractérisé le nombre d'hectares en moyenne qui est distillé par chaque distillerie. Donc c'est un parc qui est plutôt moderne sur Valençol, Vallée du Rhône et Albion, et un peu moins performant sur les secteurs Lure et Baronnie. Voilà, donc depuis 2 ans, enfin depuis 2-3 ans, on n'a plus de nouvelles distilleries qui sont montées, et les installations récentes là, qui ont moins de 5 ans, sont en peine pour amortir leur installation, parce que c'est des outils qui tournent pas tous les jours, pas toute l'année, enfin peut-être 1 mois par an, et il faut au moins 10 ans pour les amortir, et dans le contexte de crise, elles sont en difficulté financière. Un point qui a été souligné aussi, c'est le renouvellement des exploitations lavandicoles, puisque là, vous voyez la SAU concernée par les producteurs qui ont plus de 60 ans. Donc la SAU à gauche, en fonction des bassins, et le nombre d'exploitations agricoles, donc le nombre de lavandiculteurs qui ont plus de 60 ans. Donc ça représente 6% des exploitations lavandicoles, et donc en tout, ça fait 4 390 hectares. Donc ça représente une part non négligeable on va dire, de surface qui peuvent diminuer suite à des départs en retraite, et peut-être contribuer un peu à un retour à l'équilibre. Donc Sachant que, ça, petite précision, donc 4 400 hectares, c'est le total de la SAU de ces exploitations, qui ne sont du coup pas uniquement tournées vers la vente lavandin. Du coup, on a essayé de faire une approche très théorique des surfaces en lavandin qui pourraient être concernées. C'est à peu près 1500 hectares. Et ça représente, pour avoir aussi une idée par rapport aux surfaces de surproduction évoquées en introduction, 40% de ces surfaces de surproduction théorique estimées par rapport au marché actuel. Donc, conclusion de cette première phase, donc une surproduction surtout liée, enfin concentrée sur le lavandin, estimée à 3 900 hectares sur le territoire d'étude. Alors, une diversification déjà un peu difficile, parce que lavande et lavandin sont des cultures adaptées à ces terrains de zones sèches, sans irrigation, caillouteux, et ce sont déjà des cultures de diversification par rapport à du blé ou autre. Donc une forte emprise de foncière de lavandin sur certains secteurs, Albion et Valençol, et des profils contrastés selon l'accès à l'irrigation ou pas, le fait d'être en plaine ou en montagne, les investissements, et une situation de forte dépendance pour 26 exploitations ultra spécialisées, qui représentent 43% des surfaces et quasiment 12 000 hectares. Voilà, et peut-être des futurs départs en retraite qui pourraient en partie répondre à cette situation de surproduction. Voilà pour cette phase 1. Je reprends la parole sur la suite. Du coup, je l'évoquais en intro sur la méthodo, en phase 2 et 3, on a cherché à s'intéresser du coup à toutes les pistes de diversification face à cette situation, testées sur le territoire ou à proximité ou ailleurs en France. On est passé par trois grands critères pour évaluer chacune de ces pistes. À la fois du coup la faisabilité technique, donc l'intérêt de chaque filière par rapport au contexte pédoclimatique, aux besoins en eau, on l'a vu très contraint sur ces secteurs lavandicoles. La connaissance aussi des itinéraires techniques et on va dire l'avancée en termes de filières. Il y en a certaines qui étaient vraiment à un stade très amont, très R&D, comme on va le voir juste après. L'adaptation au système des exploitations lavandicoles, notamment pour certaines filières qui vont nécessiter un petit saut technique. Pareil, on va le voir juste après. Ensuite, le potentiel de valorisation, c'est surtout voir quel type de marché, quelle ouverture aujourd'hui en termes de volume et puis même de marge brute. Est-ce que ce sont des marchés aujourd'hui en recherche active de nouveaux producteurs? Est-ce que plutôt à l'inverse, on est sur des marchés de niche où le producteur va devoir aussi contribuer fortement pour valoriser son produit? Donc voilà, les 3 grands critères qui nous ont intéressés pour évaluer et pouvoir comparer les pistes étudiées entre elles. On va vous présenter du coup ce graphique qui est finalement un peu la synthèse de toutes les pistes étudiées. Donc c'est un graphique assez lourd, assez fourni. Vous avez du coup en abscisse la question du potentiel de développement. Donc tout à gauche,
On est sur un développement très R&D, donc à un stade très amont des filières, où on est surtout en train de voir si, aujourd'hui ces cultures sont adaptées à notre contexte, lavandicole, mais du coup pas seulement, parce qu'aujourd'hui finalement on n'en rencontre pas beaucoup sur ces secteurs. Donc c'est plutôt ailleurs en France que ces cultures se développent. Donc on s'est intéressé à l'aloe vera, la noix de pécan et le guayule. On sait aussi, bah, voilà, sur l'autre case juste après, on est plutôt sur des marchés niche, vente directe, avec des volumes souvent, assez faibles. Structuration en cours, c'est sur des marchés, qui vont dépendre d'opérateurs en cours de structuration, qui sont en train de se développer, du coup avec la recherche de nouveaux acheteurs, avec, peut-être aussi des grossistes qui peuvent intervenir sur certains maillons de la filière, une organisation de l'offre, en cours, et puis des filières existantes qui sont aujourd'hui déjà bien présentes, notamment sur tout ce qui va être, élevage, et qui peuvent être en recherche, notamment de nouvelles productions. Donc voilà les grandes cases, et en ordonnée, c'était la question de l'adaptation de la culture au contexte lavandicole. Donc là, on a croisé à la fois, le potentiel pédoclimatique et puis les systèmes d'exploitation. Savoir si c'était des cultures, de diversification plutôt peu adaptées, plutôt adaptées au milieu ou plutôt très adaptées parce que voilà, qui peuvent bien incorporer aujourd'hui les rotations, des exploitations lavandicoles. Voilà pour le classement, de ces cultures au global. On en a déduit 5 grandes catégories. Les cultures plutôt très innovantes, du coup sur du développement R&D, tout à gauche du graphique. Les cultures peu adaptées, parce qu'aujourd'hui du coup, voilà sur le haut du graphique qui ne semble plutôt pas correspondre, au système lavandicole, qu'on rencontre sur les secteurs d'études. Au centre, finalement, le plus gros panel de cultures, qu'on considère plutôt adaptées au secteur lavandicole, mais avec des coûts d'entrée importants, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit au niveau technique. Et enfin, des cultures très adaptées, mais avec des marchés peu structurés. Donc, c'est des cultures qui sont aujourd'hui plutôt orientées vers des marchés de vente directe, de niche ou même d'échange. Quand on parle de fourrage, de métail, c'est vraiment des échanges entre exploitations, mais des choses qui ne sont aujourd'hui pas ou peu formalisées. Et enfin, des cultures très adaptées et qui sont déjà bien présentes d'ailleurs sur les secteurs lavandicoles que sont le blé dur et le petit épeautre. On n'est pas vraiment sur des cultures de diversification, donc on ne s'y est pas intéressé sur la suite de l'étude. Elles sont déjà, voilà, bien présentes et bien représentatives en termes de surface. On a mis en avant aussi sur ce graphique, la sensibilité au gel de certaines cultures, notamment en considérant le fait que, voilà, sur les secteurs lavandicoles, on peut avoir, une altitude qui limite forcément le potentiel d'implantation. Et enfin, la consommation en eau, de certaines cultures également, notamment tout ce qui était arboriculture. On va le voir juste après. On s'est intéressé également au potentiel d'occupation du sol, de toutes ces pistes, de diversification, aux besoins en main-d'œuvre également. Bon, clairement, tout ce qui va être diversification vers l'élevage va être intéressant, hein, sur, le potentiel de surfacique, avec, bah, voilà, l'implantation d'ateliers qui vont directement occuper, plusieurs dizaines d'hectares, à minima. Pareil pour tout ce qui va être arboriculture, si on veut atteindre un palier intéressant, on va en tout cas être sur quelques hectares. Par contre, voilà, il y a plein de filières aussi qui vont représenter, a priori 1 hectare, voire moins. Tout ce qui va être R&D autour du aloe vera, houblon, noix de pécan, le goyü également, la fleur coupée qui est une filière, vraiment voilà très très minoritaire en termes d'impact surfacique. Voilà, bon, je vais pas toutes les détailler, mais on a essayé en tout cas de se représenter ce que ça pouvait, quel intérêt il pouvait y avoir de ces surfaces, de ces filières, en termes de surface, pour bien sûr pouvoir concurrencer, la lavande sur certains secteurs. Ensuite, je vais rentrer dans le détail, donc par groupe de culture, par catégorie, de ces cultures très innovantes, notamment, des 3 grands critères qu'on a regardés: l'adaptabilité pédoclimatique, un bon potentiel de ces espèces au regard du contexte lavandicole. Néanmoins, du coup, on a fait sortir l'aloe vera du spectre de l'étude car c'est une culture qui est très sensible au gel et qui, nécessite, forcément une culture, sous serre. Elles sont innovantes à ce stade, donc c'est surtout sur les potentiels de débouchés qu'elles vont peiner et que vous voyez en termes de notation, on les retrouve plutôt avec des notes assez basses. Parce que voilà, ce sont des filières, comme on vient de le dire, qui sont, en développement. Donc on cherche surtout à affiner les itinéraires techniques, de ces cultures, à s'assurer donc de leur adaptation, à certains contextes français.
Donc elles sont aujourd'hui peu présentes sur les secteurs lavandicoles, plutôt ailleurs en France. On a des structures qui cherchent à capitaliser, à structurer du coup le groupe, les quelques producteurs qui cherchent à se lancer, mais on est loin d'une structuration aval sur les débouchés et sur des garanties aussi de prix à l'achat de ces cultures. Voilà au global sur ces cultures très innovantes. Sur les filières très adaptées, mais avec un potentiel sur les débouchés de niche. Donc on l'a vu, il y en a quelques-unes de cultures, notamment plutôt des grandes cultures, donc les fourrages, les métailles, mais aussi lentilles, camelines, qui ont intégré cette catégorie. On est sur des cultures qui s'intègrent plutôt bien au contexte lavandicole, que ce soit en termes pédoclimatiques, avec pas forcément besoin d'irrigation, si ce n'est effectivement quand même sur les légumineuses, qui permettent de sécuriser quand même le potentiel de production. Par contre, en débouché, ça peut être plus compliqué. On n'a pas forcément de structuration de ces filières. Bon, maraîchage, fourrage, c'est soit de la vente directe, soit de la vente aux voisins, aux éleveurs. Donc on est sur des circuits courts organisés plutôt en local. La cameline fait un peu office de culture, enfin de filière à part dans cette catégorie, on le verra juste après. Elle fait aussi partie, donc je vous fais un petit teasing des pistes qu'on aura approfondies dans le cadre de cette étude. Mais voilà, un potentiel de reconversion qui reste assez faible en termes de surface, pour les exploitations lavandicoles sur cette catégorie. À savoir que chacune des cultures que je vous présente là a fait l'objet d'une petite fiche culture qu'on vous présentera pas aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long. Vous voyez le nombre de cultures qu'on a parcouru, mais qui sera bien sûr, présente dans le rapport, qu'on a rédigé. Autre catégorie étudiée, du coup, c'était les filières plutôt adaptées, mais avec un coût d'entrée fort. Parmi celles-ci, on retrouve, essentiellement donc tout ce qui est arboriculture, à faire ressortir pour cette catégorie arboriculture la dépendance très forte à l'irrigation, pour laquelle, en tout cas sur les premières années et les premiers stades d'implantation, la survie de l'arbre, peut dépendre, sur des secteurs vraiment très secs. Par rapport au système lavandicole, à noter que le coût à l'implantation est quand même très fort. On peut avoir un intérêt du coup en termes de surface, hein, sur, l'implantation de certains vergers. Par contre, un coût à la plantation qui reste fort. Donc, voilà, un vrai effort de trésorerie à mettre et des besoins aussi importants en main-d'œuvre, qui peuvent, voilà, être difficiles, selon les secteurs et selon la localisation, notamment sur des secteurs assez reculés, où la main-d'œuvre saisonnière est pas forcément évidente à trouver. Un potentiel de débouché qui peut par contre être présent, donc avec des besoins de transformateurs sur certaines espèces, mais en tout cas des opportunités présentes sur les secteurs lavandicoles, clairement. Notamment en lien avec l'IGP, de l'abricot, des baronnies, qui vient d'être obtenu là en 2024, et qui devrait du coup permettre a priori un développement de la filière, sur ce secteur. Et puis oui, à compter donc, à la fois le coût à l'implantation et le retour sur investissement, puisque bien sûr du coup quand on parle arboriculture, on n'a pas enfin comment dire? On n'a pas une production qui arrivera l'année suivante, l'année N+1, mais plutôt en année, N+4, 5, voire plus selon les espèces. Des filières plutôt adaptées, mais avec un coût d'entrée fort, on a aussi le cas de l'élevage. Donc on l'a vu, plusieurs filières d'élevage étaient évoquées, porc plein air, volaille, ovins bovins, donc volaille, chair et ponte. Tout a été pris, dans le panel, de l'étude. Pour ce qui est de la volaille, on a fait ressortir que finalement, en termes de surface, c'était pas forcément le plus intéressant. Par contre, c'est vrai que le porc plein air, ovins et bovins restent des surfaces, des filières, quand même plutôt très complémentaires de la lavande, qui étaient historiquement implantées sur les secteurs lavandicoles également. Je vais pas forcément m'attarder plus sur ces filières-là parce que ça fait partie en fait des filières qui ont été approfondies, qu'on va vous présenter ensuite. Néanmoins, des contraintes fortes à faire ressortir, qu'on réévoquera aussi, la question de l'astreinte, des manipulations. Voilà, en termes techniques, on est quand même sur un vrai gap, par rapport aux productions lavandicoles, qu'il faut avoir en tête et des investissements aussi, non négligeables sur, les bâtiments et les clôtures en fonction, de l'organisation et du système d'exploitation en place. Finalement, on a aussi synthétisé, à la fin de ces phases 2 et 3, pour nous les pistes de diversification possibles par bassin de production, donc par périmètre, d'études. Les membres du COPIL ont choisi finalement de se concentrer sur les secteurs les plus contraints. Donc comme on l'a évoqué lors de la caractérisation, c'est surtout le plateau d'Albion et Valençol, qui sont, du coup ces secteurs contraints en termes pédoclimatiques et d'accès à l'irrigation. Et donc ce sont 4 filières qui ont été choisies, suite à cette première analyse.
Donc, je vais peut-être pas m'attarder sur ces graphiques-là, mais plutôt à l'essentiel. Donc ça, c'est les fameuses fiches dont je vous parlais, qu'on a rédigées par culture, pour l'ensemble des cultures étudiées dans ces phases 2 et 3, qui permettent de faire ressortir un peu les caractéristiques de chacune et aussi des acteurs qu'on a pu identifier qui étaient présents sur ces filières. Donc voilà, et les 4 pistes choisies qu'on va rapidement vous présenter, parce que je pense que l'objectif, c'est de ne pas déborder aussi de la présentation pour vous laisser un petit temps de questions-réponses. Donc c'est ovin-viande, bovin-viande, porc plein air et cameline qui ont fait l'objet d'un approfondissement en phase 4 de cette étude. Cédric, je te laisse la parole sur ovin-bovin. Oui, merci Mathilde. Alors, donc la piste ovin-viande. Alors oui, donc déjà, on a fait une diapo sur tous les prérequis nécessaires pour se diversifier en élevage pour un lavandiculteur, parce que c'est pas rien. Il faut déjà un minimum de passion pour l'élevage, sinon on n'arrive pas à surmonter les diverses épreuves. C'est de l'astreinte quotidienne, il faut avoir une autonomie en fourrage, des bâtiments pour abriter les animaux, les fourrages, avoir un accès à l'eau, se former aux soins, respecter les règles vétérinaires en vigueur et assurer la protection des troupeaux face aux loups. Donc tout ça, c'est des contraintes, mais c'est indispensable avant de se lancer dans une activité d'élevage. Donc, tu peux passer. Alors, pour la piste ovin-viande, donc voilà, c'est un système qui a fait ses preuves, hein, élevage ovin et lavande dans les zones d'études. Là, les brebis sont assez complémentaires des lavandes puisqu'elles peuvent pâturer les cultures en fin d'hiver et donc désherber et puis en même temps fertiliser. Donc ça fonctionne depuis très longtemps et ça fonctionne toujours. En circuit long, on peut viser un troupeau d'au moins 200 brebis en complément de lavande ou d'autres filières. Et on peut avoir un troupeau un peu plus court, mais dans ce cas-là, il faut être en circuit court. Dans ce cas-là, on vise la vente d'agneaux légers, plutôt pour le pack et l'Aïd el-Kébir, ou des tardons, mais de moins en moins à cause des difficultés posées par le loup. Donc c'est une filière qui est très dépendante des aides PAC, donc voilà, au moins 60% du revenu total de l'éleveur. Et bon, l'année dernière, il y a eu un contexte très difficile avec la fièvre catarrhale ovine, vous avez sûrement entendu parler de ça, qui s'est rajouté aux difficultés posées par le loup. Donc on a fait voilà, un point important, c'est d'être autonome en fourrage pour pouvoir se lancer dans cette activité d'élevage. Donc là, on a fait un estimatif par rapport à un troupeau de 200 brebis, voilà, il faut à peu près 80 hectares de surface fourragère. Après, ça dépend toujours si on a des estives ou pas l'été. Et puis 6 hectares de céréales. Voilà, je passe rapidement sur les calculs. On a réalisé une cartographie des outils d'abattage pour ovins et bovins. Donc, il y a l'abattoir spécialisé de Sisteron pour les agneaux. Et après, il y a l'abattoir de Gap qui est multi-animaux. Et puis, vous voyez donc tous les autres abattoirs représentés, plus un projet d'abattoir mobile, enfin semi-mobile dans le Luberon. Donc, en circuit long, il y a la coopérative L'Agneau Soleil qui est présente sur tout le quart sud-est de la France, qui est en recherche d'agneaux, qui garantit des prix d'achat pendant au moins 4 mois par an et qui a une dizaine de techniciens pour accompagner les lavandiculteurs qui souhaitent se diversifier. On a recensé au moins 2 entreprises privées qui sont aussi en recherche d'agneaux, donc Dufour SAS et Joie sans frères. Et donc, ces 3 opérateurs sont en recherche d'agneaux Label Rouge et IGP Sisteron. Et par contre, en bio, il y a peu de valorisation, donc ça, c'est à privilégier sur du circuit court. Je peux passer Mathilde. Pour la piste bovin-viande, donc là, c'est un peu comme les ovins, mais ce sont des animaux beaucoup plus gros, donc il faut faire attention, il y a des risques plus importants lors de manipulation. Et forcément, il y a des besoins en fourrage plus importants et il faut des bâtiments plus importants pour stocker les fourrages et abriter les bêtes l'hiver. Donc là, pareil, on a fait des calculs estimatifs de surface nécessaire en se basant sur un troupeau de 40 animaux. Voilà, c'est un troupeau qui est pas très gros, mais qui se complète avec des ateliers diversifiés comme la vente ou autres. Et dans ce cas-là, il faut prévoir à peu près 115 hectares de surface fourragère et 6 hectares de céréales. Ça, c'est des minimums de surface. Donc il faut avoir ces surfaces-là.
Voilà. Donc les races qui sont les plus adaptées pour les secteurs lavandicoles sont les races Aubrac, Salers, Limousine et Gascogne. Des races rustiques et puis qui ont une bonne viande et des vélages assez faciles. Pour démarrer un atelier bovin-viande, on peut acheter des génisses pleines et augmenter petit à petit son troupeau. Voilà, sachant qu'il y a forcément un délai de mise en production. Et puis, il faut compter 4 à 5 ans pour atteindre un rythme de croisière. Et voilà, sachant qu'il y a une amélioration continue de la génétique du troupeau. On a contacté des conseillers spécialisés, donc vous avez les coordonnées ici. Conseillers spécialisés bovin-viande. Et donc, dans le périmètre d'étude, il y a la coopérative des éleveurs bovins du 0,5 et 0,4 qui recherchent des producteurs. Ils rayonnent jusque dans la Drôme et aussi l'Isère. Et ils commercialisent leur viande via la marque Pâture-Alpes et plus récemment la marque Les Excellentes pour la viande de qualité supérieure. Par contre, ils ne vont pas dans le Vaucluse. Et en dehors de cette coopérative, il y a des acheteurs privés comme là aussi Dufour SAS ou Joie sans frère. Donc pour les abattoirs, c'est Gap ou Die. Et il y a aussi des ateliers de transformation qui existent. Donc on a noté à Die, à Bordeaux, Troupéou ou alors à Guillestre. Et on a noté aussi la dynamique collective d'éleveurs, le Vorezé de la Drôme, des montagnes de la Drôme, qui fédère une quinzaine d'éleveurs autour de Dieulefit, Bordeaux. Voilà, donc il y a cette dynamique-là qui existe. Donc en conclusion, donc en bovin viande, il y a du potentiel aussi pour des gens qui veulent se diversifier. Les prix sont élevés et stables depuis 3 ou 4 ans au niveau de la viande bovine. On peut aussi faire du circuit court. Dans ce cas-là, il faut faire des colis de viande. Voilà. En bio, c'est pareil, il n'y a pas trop de valorisation en circuit long comparé au conventionnel, mais si on veut faire du bio, vous mettez en circuit court. Et vous avez des références technico-économiques dans le système INOSIS, avec notamment ce cas type Nesseur de Broutard, Montagne Sèche et Parcours, que vous pouvez trouver sur Internet. Merci Cédric. Je prends la suite. Du coup, les deux autres filières étudiées, donc c'était donc une autre filière d'élevage pour plein air, donc avec quand même des prérequis par rapport à la production de porc, donc qui se concentre au niveau national plutôt sur l'ouest de la France, hein, et qui se développe effectivement localement plutôt sur des systèmes plein air. Donc, on a interrogé notamment deux appellations, le cochon noir de Provence et le cochon du Mont Ventoux, qui sont présents sur les territoires, le secteur d'études. Aujourd'hui, du coup, finalement, c'est des appellations qui reposent un peu sur le même principe donc de laisser les cochons quasiment en intégrale à l'extérieur, avec une astreinte assez minime du coup du fait de ce système de production. Environ 3 heures par jour estimées, sachant que même le cochon noir de Provence, ils essayent, enfin certains éleveurs font même un jour off, donc le dimanche, ne vont pas voir les animaux à partir du moment où ils sont autonomes et en fonction de la taille des parcelles. Un point d'attention mis en avant dans cette filière, c'est la question de la clôture, avec un vrai enjeu sanitaire aujourd'hui, pour éviter les contacts avec les sangliers sauvages notamment, qui peuvent être porteurs de maladies. Donc il faut des clôtures, donc à l'inverse de l'ovin et du bovin, qui soient électrifiées, avec une réglementation quand même assez stricte, notamment sur la hauteur des clôtures, sur l'électrification, etc., qui entraîne un poste d'investissement assez important sur l'installation de ce type d'atelier. Voilà, on a aussi mis en avant qu'il y avait quand même un intérêt aujourd'hui à avoir, pour l'exploitant qui se lance, l'accès à des parcelles d'une taille minimale pour voilà, pouvoir rentabiliser forcément l'atelier et laisser le plus d'autonomie possible aux cochons. Donc entre 20 et 30 hectares si possible de parcelles d'un tenant. Voilà, sur les investissements, donc je mettais en avant le poste des clôtures, qui peut représenter, donc pour une parcelle de 20 hectares, entre 70 et 100 000 euros quand même. Sachant que sur certains départements, et puis en fonction aussi des aides à l'investissement FEADER, il faut voir s'il y a possibilité d'être aidé sur ce poste de dépense. Et enfin, par rapport aux charges de fonctionnement aussi, à mettre en avant que c'est l'alimentation qui va peser le plus lourd sur un atelier d'engraissement plein air, donc environ 63% des charges estimées.
l'achat des porcelets aussi étant un poste de dépense important. Et les leviers de réduction de charges qui sont évoqués par les exploitants interrogés sur ces filières, c'est bon, assez classiquement l'autoproduction de céréales à la ferme, donc pouvoir quand même maintenir une partie de la SAU en céréales, voire du méthane. Mise en œuvre de contrats culture avec des voisins aussi sur 3 ans pour avoir des prix garantis et des volumes sur un approvisionnement proche. Et enfin, et c'est pas des moindres par rapport aussi aux autres types d'élevage, à l'inverse de l'ovin et du bovin, effectivement, les porcins sont des animaux omnivores qui peuvent aussi se nourrir de drèches et de pain. Donc il y a des modèles de récupération de drèches via des brasseries, de pain dans des boulangeries. Donc ça dépend bien sûr de l'écosystème dans lequel est implantée l'exploitation. Mais il peut y avoir aussi d'autres pistes à aller creuser. On a repris la cartographie des outils d'abattage parce que, bah, voilà, comme toute filière d'élevage, cet atelier ne pourra se faire que via la proximité à un outil d'abattage. Donc on a quand même l'outil DAPT aujourd'hui qui est spécialisé sur le cochon. Notamment, du coup, voilà, le président de l'abattoir est un peu le président aussi de la filière du cochon du Mont Ventoux, donc cherche à développer cette filière de qualité autour de ce secteur. On a également d'autres abattoirs qui sont quand même ouverts, notamment Digne, qui permet aussi, Tarascon également, qui permet d'abattre des porcins. Et on a un projet d'abattoir mobile, donc porté par l'association du cochon noir de Provence, et un projet d'abattoir semi-mobile dans le Luberon plutôt, pour petits ruminants. Donc voilà, soutenu par le PNR notamment. Donc à avoir en tête ces 2 projets qui ont fait l'objet, donc qui sont pour l'instant à des stades amont, qui ont fait l'objet d'approfondissements durant l'année 2024. Je vais pas rentrer dans le détail, mais on a étudié plus précisément les cochons, les filières des 2 filières évoquées, donc les cochons du Mont Ventoux et le cochon noir de Provence. Aujourd'hui, c'est des filières quand même, je tiens à le préciser, qui reposent en partie sur des opérateurs économiques. Donc la maison filière pour la commercialisation du cochon Ventoux, le groupe ABC, Lost Tradition, qui permet aussi de valoriser une partie des cochons noirs de Provence. Donc voilà, qui permettent aussi une plus-value sur cette valorisation et de mettre en valeur la qualité gustative de ces cochons plein air. Toutes les 2 filières, en tout cas, sont à la recherche d'engraisseurs, sont intéressées du coup pour intégrer des exploitants aujourd'hui. C'est pour ça, bien sûr, qu'on a creusé cette filière. Elles sont en recherche, voilà, elles sont en phase de développement, elles sont en cours de structuration, mais en tout cas très intéressées pour avoir de nouveaux éleveurs dans les années à venir. Et sont toutes les 2 aussi bien structurées pour assurer un conseil à l'amont, c'est-à-dire vraiment auprès des exploitants et qui souhaiteraient se lancer. Et enfin, dernière piste étudiée, c'est la seule piste végétale, c'est la cameline. Donc une filière en grande culture, aujourd'hui très peu développée à l'échelle France, parce qu'on n'a que 2500 hectares à l'échelle France recensés en 2023. Sur la zone d'étude, on a environ 10 hectares uniquement. Voilà, je vais pas m'approfondir sur ces premières diapos pour essayer d'aller vite, sachant qu'il est déjà 11h45. 2 points importants. Donc, au niveau de l'itinéraire technique, on a une production de cameline possible en culture principale, avec des dates d'implantation qui vont différer entre la culture principale et la dérobée. Sachant que sur la culture de cameline en dérobée, un point d'attention, puisqu'il faut plutôt la réserver aux zones de basse altitude, donc inférieures à 500 mètres. Sinon, on va avoir des difficultés pour l'implantation des cultures suivantes avec l'arrivée de gelée assez tôt à l'automne. Donc voilà pour les points d'attention sur l'itinéraire technique. Le schéma de filière qu'on a souhaité voilà, être assez clair et représentatif. On a 2 grandes options, enfin 3 grandes options en fait pour la graine de cameline. Finalement, aujourd'hui, la plus répandue, c'est la vente directe avec pas mal d'exploitations qui développent des moulins à la ferme, sachant que l'investissement est assez accessible aujourd'hui, entre 5 000 et 30 000 € selon les surfaces concernées et voilà, les volumes d'huile vendus. Un rendement de 30 à 35% et voilà, un pressage qui permet aussi une valorisation du taux de cameline en alimentation animale. On a une filière industrielle qui se développe plutôt à destination des biocarburants aujourd'hui, portée par CEPOL à l'échelle France. Et enfin, on a une échelle semi-industrielle qui passe via des moulins du coup existants. On en a plusieurs autour du secteur d'études.
et qui permettent de valoriser l'huile de cameline du coup, bah, voilà, en dehors de l'exploitation. Donc ça passera par, une commercialisation via les moulins. Donc ces 3 grandes filières, on les a reprises ici. À noter du coup que, voilà, la différence va être la question de l'investissement. Donc en circuit court, via une transformation à la ferme, il faut compter donc l'investissement dans une presse. Il y a aussi aujourd'hui quelques vendeurs à l'échelle nationale qui permettent, voilà, de trouver des prix entre 8 000 et 38 000 € pour ceux qu'on a pu relever, selon la taille de presse et donc les volumes transformés. Les huileries locales peuvent être à la recherche de producteurs, pour une structuration de l'amont. Elles ont des difficultés aujourd'hui à, avoir suffisamment de quantité de cameline. On l'a vu, hein, c'est, une culture très peu répandue. Donc pour celles qui cherchent à produire, des petites filières, comme ça d'huile de cameline, elles ont, une difficulté à assurer des lots qui soient, suffisants en termes de quantité et de qualité aussi. Donc un intérêt pour elle à pouvoir avoir une petite offre regroupée, d'exploitations qui pourraient produire, de la cameline. Un prix d'achat qui reste intéressant parce que voilà, une valorisation qui se fait, en direct, ensuite via ces huileries. Et enfin, une grosse filière qui se monte, mais à l'échelle nationale, qui, va concerner le territoire via la coopérative Durantia, et qui se tournera vers les biocarburants, donc un peu moins intéressante sur la valorisation économique, mais qui peut être intéressante en termes de volume et qui par contre va se cantonner uniquement, et c'est le point d'importance, à la cameline en dérobé, donc à une culture de cameline en dérobé pour ne pas faire, concurrence aux filières alimentaires, vu qu'elle se destine, à la filière des biocarburants, aux débouchés des biocarburants, pardon. Voilà, on avait fait une petite comparaison économique, espérée des marges brutes selon, voilà le type de culture menée. Donc en culture principale, plutôt du coup pour, une valorisation, en direct, soit via une valorisation en tout cas via un débouché, alimentaire, donc en huile, une huile de cameline pour, des huileries ou pour, de la vente en direct. On a aussi distingué avec la culture principale en bio, qui est quand même d'ailleurs beaucoup plus recherchée pour ce qui est de l'alimentation, et la culture dérobée, qui est du coup, la filière plutôt proposée par CEPOL, à destination, des biocarburants aujourd'hui. Voilà pour la comparaison. Et enfin en conclusion, du coup, à noter également, je l'ai pas mentionné, de prévoir une analyse de sol pour, la cameline, pour anticiper la présence de métaux lourds qui a été relevée, du coup par certaines huileries sur certains lots de cameline reçus. Donc voilà, la cameline étant, une plante assez traçante, elle va, chercher en profondeur. Elle résiste assez bien à des conditions de sécheresse. C'est pour ça qu'on l'a, intégrée dans ce panel de cultures approfondies. Mais du fait qu'elle résiste bien à des conditions de sécheresse, ses racines vont s'implanter assez profondément et elle peut donc, s'enrichir, de métaux lourds selon, la situation, l'état des sols. L'implantation de la culture aussi, un point d'attention sur l'itinéraire technique avec une graine très petite. Et enfin, un potentiel quand même de débouchés avec des filières courtes qui sont en train de se monter sur le territoire ou à proximité, et une filière du coup plutôt industrielle à l'échelle nationale, via CEPOL comme mentionné. Voilà, les conclusions de l'étude, bah, elles ont été évoquées en introduction. On n'a pas de solution miracle, hein, qui a été présentée bien sûr, sinon elle serait déjà, en train d'être développée sur les territoires, mais plutôt des pistes qui s'orientent vers les filières d'élevage, enfin en tout cas qui ont été choisies, sur ces filières d'élevage, du fait notamment, bah, de l'intérêt en termes de surface et puis de la très forte complémentarité avec, la production lavandicole, mais de nombreux prérequis quand même sur ces filières d'élevage, qui ont été, mentionnés, tout au long de notre présentation. Des débouchés de niche aussi à aller chercher sur, d'autres filières, notamment la cameline, mais également les légumineuses, lentilles, pois chiches selon les secteurs. Et puis, des filières intéressantes, mais qui nécessitent l'accès à l'irrigation, qui est en train de se développer, notamment sur le plateau de Valensole. Donc, voilà, pourquoi pas aussi, intéressant pour certaines, exploitations qui y ont accès, pour l'arboriculture notamment, pour le maraîchage aussi, pour les fleurs coupées, qui est une autre piste que nous avons, rapidement creusée en phase, 2 et 3.